Il était minuit et demi. Le silence régnait en maître dans cette ancienne maison de campagne du Luberon où je vivais, une bâtisse aux murs de pierre épais qui semblait absorber toute trace de vie. Seul le Mistral, violent et implacable, s'engouffrait par les interstices d'une fenêtre brisée au bout du couloir, produisant des sifflements lugubres semblables à des plaintes funèbres. Je m'appelle Chloé, je suis pharmacienne clinicienne. Mon quotidien est fait d'ordonnances, de dosages vitaux et de cette odeur persistante d'antiseptique qui imprègne chaque fibre de ma blouse blanche. Ce soir-là, l'estomac noué par la faim après avoir sauté le dîner, j'avais commandé en urgence une bouillabaisse pour me restaurer. Je n'imaginais pas un seul instant que ce plat traditionnel, emblème de notre région, marquerait le début d'une tragédie familiale d'une cruauté sans nom. Alors que je montais l'escalier, le sac du traiteur à la main, je m'apprêtais à glisser ma clé dans la serrure lorsque mon regard fut attiré par le grand miroir baroque accroché au-dessus du meuble à chaussures. C'était un objet purement décoratif que Lucas, mon mari, avait acheté sous prétexte de vérifier sa tenue avant ses sorties mondaines. À travers le reflet sombre et déformé par la pénombre, je vis la porte de la chambre d'amis s'entr'ouvrir. Une silhouette se glissa dans le couloir avec la démarche furtive d'un voleur. C'était Monique, ma belle-mère. Elle portait une nuisette en soie couleur prune, serrait un petit paquet dans sa main et jetait des regards nerveux vers la porte d'entrée, s'assurant probablement que je n'étais pas encore rentré. Je retins mon souffle, me dissimulant dans l'ombre du vestibule, feignant de chercher mes clés tombées au sol pour mieux observer son manège. Monique s'approcha de la table en chêne massif de la salle à manger, là où j'avais l'habitude de déposer mes affaires. D'une main tremblante, elle souleva le couvercle de la cocotte de bouillabaisse que le livreur avait déposée quelques minutes plus tôt. Elle versa une fine poudre blanche dans le bouillon fumant. Ses lèvres remuaient, et bien que je fusse à distance, le silence de la nuit portait jusqu'à moi ces malédictions venimeuses. Mange, espèce de bon à rien. Mange et crève, toi la terre aride incapable de donner la vie. Toi, l'arbre sans fruit qui vole la place de mon petit-fils. Elle touilla doucement le mélange avec une cuillère, puis essuya maladroitement quelques grains de poudre restés sur le rebord du récipient avec un mouchoir en papier. Une fois son méfait accompli, elle regagna sa chambre sur la pointe des pieds. Mon cœur semblait étau dans ma poitrine, non pas de peur, mais d'une amertume qui me montait à la gorge. J'attendis le déclic de sa porte pour me redresser. En entrant dans la pièce, l'odeur iodée et safranée de la bouillabaisse me sauta au nez, mais cette fois, elle ne me parut plus appétissante. Elle portait désormais une note discordante. Grâce à mon odorat exercé par 10 ans de manipulation de produits chimiques, je détectai immédiatement une anomalie. Ce n'était pas l'odeur de la morora ou de l'arsenic, mais celle, âcre et caractéristique, des céphalosporines de nouvelle génération lorsqu'elles sont écrasées. Un frisson glacé parcourut mon échine. Je connectai rapidement les faits. Cet après-midi même, Monique avait souscrit une assurance vie au montant exorbitant dont elle était l'unique bénéficiaire. Elle n'utilisait pas de poison violent par peur que la police ne remonte jusqu'à elle. Elle utilisait des médicaments, pensant sans doute me rendre simplement malade, m'affaiblir, ou provoquer une fausse couche si par miracle j'étais enceinte. Je me souvins alors du message de Lucas reçu à 19h, « Chérie, réunion de crise avec le grand patron pour boucler le bilan annuel. Je dors au bureau ce soir, ne m'attends pas. » Mais je savais pertinemment ce que ces « réunions de crise » signifiaient. La géolocalisation de son iPhone dernier cri, que je lui avais offert le mois précédent, clignotait actuellement dans une résidence de luxe à Avignon, un lieu qu'il fréquentait assidûment. Je connaissais aussi les habitudes de Lucas, lorsqu'il recevait des clients ou voulait jouer les grands seigneurs, il buvait du cognac. Il avait une descente impressionnante, persuadé que l'alcool affirmait sa virilité. En tant que pharmacienne, je comprenais mieux que quiconque la réaction chimique désastreuse qui se produit lorsque les céphalosporines rencontrent l'alcool dans l'organisme. L'effet en abuse. Cela bloque le métabolisme de l'alcool, provoquant une accumulation massive d'acétaldéhyde, une toxine redoutable. Les conséquences sont fulgurantes, chute de tension, collapsus cardiovasculaire et mort rapide. Ma belle-mère voulait empoisonner sa belle-fille, mais sans le savoir, elle tenait le couteau sous la gorge de son propre fils. Je restais figé au milieu de cette cuisine froide, fixant ce plat, préparé avec amour, par ma belle-mère. En moi, une guerre violente faisait rage entre ma conscience de soignante et la haine brûlante d'une épouse trahie. Finalement, je sortis mon téléphone. Mes doigts glissèrent sur l'écran froid. J'appelai un coursier. Allô? Oui, bonsoir. Pourriez-vous récupérer un colis chez moi tout de suite?
Je vous paie le double. C'est à livrer à une autre adresse. Une fois le plat confié au livreur, j'envoyai un message à Lucas. J'y mis toute la douceur hypocrite dont j'étais capable. Tu travailles si dur, mon amour. Maman s'inquiétait de te savoir le ventre vide. Elle t'a fait mijoter ce plat pour te requinquer et a insisté pour que je te l'envoie. Mange le temps qu'il est chaud pour éponger l'alcool, ne déçois pas ta mère. Une fois le message envoyé, je m'effondrai sur le canapé en cuir, le regard perdu dans le vide. L'obscurité de la maison semblait complice de mon silence. Je n'avais tué personne. J'étais juste une épouse attentionnée obéissant aux vœux de sa belle-mère. Quant à ce qu'il y avait dans ce plat. Qui l'avait mis? Le ciel serait seul juge. Je m'allongeai sur mon lit, les yeux grands ouverts fixant les poutres du plafond. Le tic-tac de l'horloge comtoise résonnait comme le compte à rebours de la faucheuse. Il était 3 heures du matin. Le silence était si absolu que j'entendais le sang battre à mes tempes. Les souvenirs des humiliations subies ces 3 dernières années remontaient à la surface. Monique ne cessait de me traiter de « terre stérile », d'insulter ma lignée, m'accusant d'être celle qui éteindrait le nom des Martin. Elle m'avait forcé à ingurgiter des décoctions d'herbes douteuses qui m'avaient rendu malade plus d'une fois. J'avais tout enduré, pensant que je faillissais à mon devoir. Mais sa cruauté de ce soir avait franchi les limites de l'humainement supportable. À 3h05 précises, la sonnerie du téléphone déchira la nuit. L'écran afficha « Urgence hôpital ». Mon cœur rata un battement. Même préparé, on ne contrôle pas le tremblement de ses mains face à la mort. Je décrochai. La voix de mon collègue urgentiste, Jean-Pierre, était paniquée. « Allô, Chloé ? Viens tout de suite à l'hôpital. » Lucas. Ton mari vient d'être admis. C'est critique. Arrêt cardio-respiratoire. Je laissai tomber le téléphone sur le matelas, jouant le rôle de l'épouse dévastée. Mais au fond de moi, je savais que le scénario suivait son cours. J'enfilai un trench coat et sautai dans ma vieille Citroën 2CV, fonçant à travers les routes de campagne. Le vent fouettait mon visage à travers la vitre, me tirant des larmes. Étaient-ce des larmes de vent ou le deuil de mon mariage? À mon arrivée, le couloir des urgences était un chaos de brancards et de cris. L'odeur d'éther, si familière, me parut soudain insupportable. Monique était déjà là. L'hôpital avait dû contacter le dernier numéro composé par Lucas. Elle se roulait par terre sur le carrelage froid, hurlant sa douleur. En me voyant, elle bondit, prête à m'arracher les yeux, mais un vigile s'interposa. Elle éructa, « C'est toi. Tu as tué mon fils. Pourquoi tu n'as pas mangé cette soupe? Pourquoi c'est Lucas qui l'a mangée? » Le chef de service s'approcha, le visage grave. Il me regarda avec une compassion professionnelle. Nous avons fait tout notre possible, mais l'intoxication était massive. Une réaction d'isulfirame foudroyante sur un terrain alcoolisé. Le cœur a lâché. Il est décédé à 3 heures. Monique se figea, le cri bloqué dans sa gorge, les yeux révulsés. Mais le coup de grâce n'était pas encore tombé. Le médecin hésita un instant avant de poursuivre, quant à la jeune femme qui l'accompagnait, mademoiselle Manon. Étant enceinte de 3 mois, son organisme était plus vulnérable. Elle a aussi consommé le plat et du vin rouge. Ni elle ni le fœtus n'ont survécu. C'est tragique. Cette révélation frappa Monique comme la foudre. Elle savait parfaitement qui était Manon. C'était la maîtresse qu'elle encourageait en secret, la femme qui portait ce fameux « petit-fils » tant attendu pour me remplacer. Elle fixa, hébétée, les 2 brancards recouverts de drap blanc qui sortaient du bloc. L'un grand, l'autre plus petit. Monique avait empoisonné le plat pour me tuer, pour laisser la place à la maîtresse et à l'héritier. Mais le destin, dans une ironie macabre, avait redirigé ce plat vers son fils et son petit-fils. Monique vacilla, porta la main à son cœur, balbutia des sons inarticulés et s'effondra, inconsciente. Adossé au mur froid, observant ce chaos, je laissai couler mes larmes pour parfaire mon rôle de veuve éplorée, mais mon intérieur était un désert de glace. L'atmosphère dans le bureau du commissariat était saturée de fumée froide et de tension. Je fis face à 2 enquêteurs, serrant un gobelet de café tiède entre mes mains pour empêcher mes épaules de trembler. Non de peur, mais à cause de ce froid intérieur qui ne me quittait plus. Monique avait repris connaissance à l'hôpital, et sa première action avait été de m'accuser formellement.
Elle jurait que j'avais empoisonné la bouillabaisse, que j'étais une meurtrière avide d'héritage. L'enquêteur principal, un homme grisonnant au regard perçant, m'observait. « Madame Chloé, votre belle-mère affirme que c'est vous qui avez réceptionné et apporté le plat. Elle parle de jalousie, de conflits financiers. Est-ce cela qui vous a poussé à l'acte ?» Je levai vers lui mes yeux rougis, ma voix brisée mais claire. « Monsieur l'inspecteur, j'ai effectivement reçu ce plat. Mais je suis pharmacienne. Je connais le prix d'une vie. Si je voulais tuer mon mari, j'aurais mille façons plus subtiles de le faire que d'utiliser mon propre compte Uber Eats pour lui envoyer un plat empoisonné. » Je sortis mon téléphone, mes mains tremblant légèrement, et ouvris l'application de surveillance de la maison. Lucas avait fait installer ses caméras, pour ma sécurité, lors de ses déplacements, mais je savais qu'il s'agissait surtout de me surveiller. Ironie du sort, cet œil numérique devenait aujourd'hui mon seul bouclier. Je posai l'appareil sur la table. Voici la vidéo enregistrée à minuit 35 hier soir. La vidéo, d'une netteté impitoyable, montra la scène. On me voyait chercher mes clés. Puis, la porte de la chambre s'entr'ouvrait. Monique, dans sa nuisette prune, apparaissait, le visage déformé par la haine sous la lumière crue du couloir. Elle ouvrait la cocotte, y versait la poudre, mélangeait. Le micro haute fidélité avait tout capté, mange et crève. Espèce d'arbre mort. Tu ne mérites pas d'être une Martin. La jeune policière étouffa un cri d'horreur. L'inspecteur principal fronça les sourcils, le visage fermé. J'éteignis l'écran, une larme roulant sur ma joue. Ma belle-mère me déteste parce que je ne lui donne pas de petits-enfants. Elle me force souvent à prendre des poudres, des remèdes de bonne femme. Je pensais qu'elle avait mis un fortifiant. J'aimais mon mari, je voulais juste qu'il mange quelque chose de chaud. Qui aurait cru qu'elle utiliserait des antibiotiques écrasés? Je laissai ma phrase en suspens, laissant leur imagination combler les vides. Juridiquement, mon geste était un acte de soin. J'ignorais la nature toxique du mélange, et j'ignorais que mon mari buvait de l'alcool à ce moment-là. J'étais intouchable. En sortant, je croisis Monique, menottée, assise sur un banc en attendant son transfert. En me voyant, elle devint hystérique, se débattant comme une bête sauvage. « C'est toi. Tu savais. Tu as fait exprès. Sorcière. » Je m'arrêtai, ajustai mon col, et plongeai mon regard dans ses yeux injectés de sang. Je me penchai et chuchotai, juste assez fort pour qu'elle seule entende, « Maman. Tu es vraiment douée pour les mélanges. Avec un seul plat, tu as exterminé toute la lignée des Martins. Chapeau. » Monique écarquilla les yeux, suffoqua, et s'évanouit à nouveau entre les bras des policiers. Je tournai les talons, le dos droit, le cœur en cendres. Je regagnai la maison vide au petit matin. Le froid de l'aube pénétrait mes os. Cette maison, jadis mon foyer, n'était plus qu'une scène de crime où l'amour avait été assassiné par l'avidité. Je m'assis dans le fauteuil club de Lucas et posai le sac de scellé contenant ses effets personnels sur la table basse. Son iPhone, l'écran fêlé, gisait là. La police me l'avait rendu après extraction des données. Lucas était paranoïaque. Son téléphone était verrouillé par un code à 6 chiffres que je n'étais pas censé connaître. Il ignorait que sa femme, naïve, n'avait jamais oublié la date de sa demande en mariage, le 18 mai 2020. Je tapai 180 520. Le téléphone se déverrouilla. Le fond d'écran n'était pas notre photo de mariage, mais une échographie entourée de rouge. Je souris amèrement et parcourus les messages. Ma femme chérie numéro 2 était épinglée en haut de la liste. Mais ce qui me glaça le sang, ce fut une note sécurisée intitulée « Projet retraite ». Le mot de passe était ma date de naissance. Quelle ironie! Le fichier détaillait un plan macabre, 1. Assurance accident maximum, bénéficiaire maman et moi. 2. Profiter de l'allergie de Chloé à la mangue. Mélanger poudre de mangue séchée dans son smoothie quotidien. Choc anaphylactique. Je lus, horrifié. L'homme qui partageait mon lit depuis des années était un monstre calculateur. Il avait prévu mon exécution pour après le 15 novembre, date de validation de l'assurance. Il voulait me tuer, toucher le pactole, et installer Manon et son bâtard dans ma maison. Mais son plan parfait avait été saboté par la stupidité de sa propre mère. Monique, trop impatiente de voir son petit-fils arriver,
avait agi seul, inversant les rôles de la victime et du bourreau. Le lendemain, je ne dormis pas. Je passais la journée à éplucher les comptes de Lucas. La réalité derrière son image de cadre dynamique était pathétique. Ses comptes étaient vides, ses dettes abyssales. Carte de crédit plafonnée, crédit à la consommation, emprunt douteux. Tout son train de vie, ses costumes, sa voiture, étaient financés à crédit. Mais le pire était les virements sortants. Des milliers d'euros transférés à Manon, achat-robe, spa, aide-travaux par an. Il avait vidé nos économies communes pour entretenir sa deuxième famille. Il y avait même un virement de 5 000 € pour « anniversaire belle-maman » destiné à Marie, la mère de Manon, alors qu'il n'avait offert qu'un bouquet fané à la mienne. Je compilais tout, relevés bancaires, messages, preuves de dette. Un dossier épais et indiscutable. Les chiffres ne mentent pas. Les funérailles de Lucas eurent lieu au crématorium d'Avignon. Je jouais mon rôle à la perfection, vêtu de noir, digne et sombre. Mais comme prévu, le scandale éclata vers 10 heures. Une famille bruyante fit irruption. C'étaient les parents de Manon, Pierre et Marie, accompagnés de gros bras. Ils n'étaient pas venus pleurer, mais encaisser. Marie se jeta au sol en hurlant « Rendez-moi ma fille. Rendez-moi mon petit-fils. Assassin. » Elle posa une photo de Manon sur l'autel, à côté de celle de Lucas. Pierre me pointa du doigt « Vous êtes la femme ? Votre mari a tué ma fille. Vous devez payer. Nous voulons 200 000 € de dédommagement, sinon on ne bouge pas d'ici. » La foule murmurait. Les regards se tournaient vers moi. Je fis un signe discret à mon notaire et avocat, maître Durand. Il s'avança, ajusta ses lunettes et ouvrit son dossier. Sa voix de stentor couvrit les pleurs simulés. « Mesdames, messieurs. Avant de parler compensation, permettez-moi de révéler le bilan patrimonial du défunt. » Il énuméra les dettes. Monsieur Lucas Martin ne possède aucun bien immobilier. Sa voiture est en leasing impayée. Il laisse derrière lui une dette cumulée de 250 000 € auprès des banques et organismes de crédit. Un silence stupéfait tomba sur la salle. Pierre et Marie se figèrent, la bouche ouverte. Maître Durand poursuivit, de plus, Monsieur Martin a illégalement détourné 150 000 € de la communauté de biens pour les transférer à Mademoiselle Manon et sa famille. Madame Chloé Martin, ici présente, réclame le remboursement intégral de cette somme. Je m'avançai vers eux. Vous avez entendu ? Lucas n'était pas riche. Il était ruiné. L'argent qu'il vous donnait était le mien. Vous me devez 150 000 €. Demain, l'huissier passera saisir votre maison pour rembourser. Marie s'effondra pour de bon cette fois. Pierre bégaya, mais... Ma fille est morte. On ne peut pas. Votre fille a joué, elle a perdu. Et vous aussi, tranchez-je. Je fis signe à la sécurité de les expulser. Ils furent traînés dehors sous les flashs des curieux. La vidéo de leur expulsion humiliante ferait le tour des réseaux sociaux. Le lendemain, je me rendis au siège de l'entreprise de Lucas. Je remis au DRH une clé USB contenant les preuves qu'il détournait des fonds avec la complicité de Manon, qui travaillait à la comptabilité. Le verdict fut immédiat, licenciement posthume pour faute lourde, annulation des primes et poursuite contre les héritiers de Manon pour récupérer les sommes volées. De retour chez moi, je trouvai Jacques, l'oncle de Lucas, et une ribambelle de cousins devant ma porte. Ils venaient récupérer la maison de famille. Je ne perdis pas de temps. Je leur montrai l'acte de propriété à mon nom unique, acheté avant le mariage, et la liste des dettes de Lucas. Si vous voulez hériter de lui, vous héritez aussi de ses 250 000 € de dettes. Qui veut signer ? En moins de 2 minutes, le palier était vide. Mais le répit fut de courte durée. Le soir même, la famille de Manon lança un live sur Facebook. Marie, en larmes, m'accusait d'avoir empoisonné sa fille et son petit-fils par jalousie. Les commentaires haineux affluaient, monstre, sorcière, boycott. Je laissai faire. J'attendis que l'audience atteigne son paroxysme, 50 000 spectateurs. À 20 h, j'appelai Nicolas, un ami journaliste. C'est le moment. Il publia l'article et la vidéo de la caméra de surveillance. Titre, La vérité sur la bouillabaisse mortelle. La vidéo de Monique empoisonnant le plat avec ses malédictions devint virale en quelques minutes.
L'opinion publique bascula instantanément. J'ajoutai le coup de grâce, les captures d'écran du « projet retraite » où Lucas et Manon planifiaient mon meurtre. Le monde découvrit le vrai visage de la « victime ». La famille de Manon fut anéantie médiatiquement et financièrement. Leurs comptes furent gelés par la justice. Quelques semaines plus tard, le procès de Monique s'ouvrit. Son avocat plaidait la folie, l'irresponsabilité pénale due au choc. Il voulait l'envoyer à l'asile plutôt qu'en prison. Monique jouait la comédie, chantonnant des berceuses, réclamant son petit-fils. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Je fis appel au docteur Jean, un vieil ami de mon père, spécialiste en fertilité. Lors de mon témoignage, je demandai la permission de projeter une nouvelle preuve. Le procureur, avec qui j'avais partagé ces éléments, se leva. L'accusé prétend avoir agi pour protéger sa lignée. Mais cette lignée n'existait pas. On projeta le dossier médical de Lucas datant de 3 ans. Il souffrait d'une azoospermie complète. Il était stérile. Le test ADN comparatif entre les tissus de Lucas et le fœtus de Manon afficha le résultat fatidique, 0% de compatibilité. Le bébé n'était pas de lui. Manon l'avait trompé. Dans le box des accusés, Monique cessa de jouer la folle. Elle lut le rapport. Ses yeux s'écarquillèrent d'une horreur pure. Elle avait tué son fils unique pour un enfant qui n'était même pas de son sang. Elle poussa un hurlement inhumain, se fracassant la tête contre la vitre du box. Non. Pas ça. J'ai tué mon fils pour rien. Cette fois, la folie était réelle. Elle fut condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. 1 mois plus tard, je lui rendis visite en prison. Elle était méconnaissable, un spectre. Elle me demanda encore, où est mon petit-fils? Je lui répondis doucement, il n'y a jamais eu de petit-fils, maman. Lucas t'a menti, et tu l'as tué pour ce mensonge. Je la laissais avec ses fantômes. J'ai vendu la maison du Luberon. Avec l'argent récupéré des dettes de Manon et la vente, j'ai fait un don immense à une association pour femmes battues. Je ne voulais pas de cet argent maudit. J'ai gardé juste assez pour louer une petite bastide isolée et recommencer à zéro. Je suis retourné à ma première passion, les odeurs. J'ai transformé la bastide en atelier de parfumerie. Je crée des fragrances pour soigner l'âme. Lors de l'inauguration de ma marque, un homme est venu me voir. C'était l'enquêteur qui avait suivi mon affaire. Il ne portait pas son uniforme, mais une chemise en lin et tenait un bouquet de lys blanc. Il m'a souri. Il savait que je n'étais pas aussi innocente que la justice le disait, que j'avais laissé le destin faire son œuvre ce soir-là. Mais dans ses yeux, je n'ai lu aucun jugement, seulement une promesse d'avenir. J'ai pris les fleurs, respiré leur parfum, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre.